Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission produite par l'Institut français de Maurice. Regard sur est donc une émission en ligne conçue pour ceux et celles qui sont ouverts à un dialogue sur les sujets de la société de demain. Elle s'adresse à ceux et celles qui sont prêts à entendre des artistes, des chercheurs, des journalistes, des écrivains ou des militants discuter de tous ces sujets. Et pour cette première émission, nous revenons sur une partie de la programmation du 8 mars, qui était la Journée internationale des droits des femmes. Et cette année, en hommage à son combat, et vous avez dû le voir dans notre générique, nous nous sommes placés sous le regard bienveillant de feu Gisèle Halimi, l'une des plus grandes avocates féminines de ce siècle, militante féministe et femme politique. Et c'est aussi pour cela que nous avons programmé cette émission le 29 avril, date symbolique, puisqu'en 1944, en France, les femmes votaient pour la première fois. Portée par la thématique du leadership féminin, cette émission souhaite donc vous emmener à la rencontre de femmes mauriciennes inspirantes, engagées et passionnantes. C'est parti. Et pour lancer cette émission, nous accueillons sur notre plateau une jeune réalisatrice, Lynn Erasmus. Lynn, bonjour. Bonjour. Lynn, vous êtes ce qu'on appelle une femme de l'ombre. Vous êtes conceptrice, réalisatrice et nous sommes très heureux de vous mettre en lumière cette fois-ci puisque vous avez réalisé un court-métrage produit par l'IFM, un court-métrage qui met en avant 4 portraits inédits de femmes mauriciennes, un court-métrage qui s'appelle « Elle ose, elle s'impose ». Alors je vais proposer à nos spectateurs de le découvrir sans plus attendre en exclusivité et on vous retrouvera après pour en parler. Cool. Détermination, impact, empathie et écoute. Ténacité, force, l'ingéniosité. La résilience, la force et l'amour. Déterminée, forte et fière. Je suis la Managing Director du Meli Maurice et donc j'ai accompagné l'AMM depuis, j'ai envie de dire, le jour 0, puisque le jour 1, c'est le jour où on lance la marque. C'est quelque part une sorte d'activisme pour le pays, mais c'est aussi plus de 350 marques et plus de 3500 produits. Alors le leadership féminin à Maurice, je dirais pour moi ce qui le démarque ici, je dirais c'est l'ingéniosité. Et on arrive à mobiliser les ressources rapidement, à avancer rapidement par rapport à la situation. Je prends l'exemple sur Covid, la pandémie. Donc je pense que ça c'est un trait qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà. Bon, il y a 50% de nos entreprises qui sont labellisées qui sont des PME. Et dans ce 50% de PME, il y a de plus en plus de femmes. Suite au confinement, il y a eu besoin de se réinventer, de se questionner, de trouver de nouvelles formules et de sortir de sa zone de confort. Et je les trouve extrêmement résilientes et extrêmement agiles, à l'affût, curieuses. Et cette capacité à toujours se réinventer est très très forte, je trouve, chez la femme entrepreneur. Et ça, c'est vraiment beau à voir. Moi, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut se faire pour l'économie de Maurice, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces entrepreneurs-là, ben, ça amène de l'argent à Maurice. J'ai commencé la course en fauteuil il y a 6 ans. Cette année, ça fait la 6e année. Et ma spécialité, normalement, c'est le 1500 mètres. Je regarde 5 ans de cela où j'ai commencé de zéro. Je ne savais même pas comment rouler un fauteuil. Jean-Marie m'a appris. Et maintenant, j'ai 8 records de Maurice, j'ai un record d'Afrique. Et je regarde tout ça petit à petit, comment j'ai gravi les échelons. J'ai raté les Jeux paralympiques de Rio. Je me suis dit, si je rate Tokyo, j'ai des frissons. Si je rate Tokyo, ce ne sera pas de ma faute cette fois-ci parce que j'ai travaillé pour. C'est dû aux événements qu'il y a, mais Paris 2024, c'est sûr que celle-là, je ne vais pas la rater. Je suis la seule fille qui pratique la course en fauteuil avec l'équipe où je suis et je m'entraîne avec 2 garçons. Donc, on n'est pas en compétition, mais moi, je veux être au même niveau que les garçons. Donc, mentalement et physiquement, je dois me donner à fond. La femme a un rôle mais très très important, mais
aussi, il faut comprendre qu'on vit dans un pays patriarcal. La femme, dans une position de leader, ça fait peur. On dit aux jeunes filles de faire du sport et après, arrivé à un certain âge, tu dois aller travailler, tu dois fonder une famille, tu dois avoir des enfants. On peut tout faire en même temps. Ce qui est compliqué, justement, peut-être plus compliqué à Maurice, c'est toutes ces étiquettes, en fait, qui sont de l'ordre de l'histoire, de l'ordre du religieux, de l'ordre des traditions, des habitudes, des que va-t-on dire ou que va-t-on penser. Donc ça fait beaucoup d'étiquettes qu'il faut tasser et mettre de côté. Moi, je viens d'une famille avec des parents qui viennent de deux communautés différentes, donc catholiques et musulmans, en fait. Étant une femme venant de cette communauté musulmane, c'est sûr que on a souvent cette tendance de penser que la femme, elle est oppressée, elle ne peut pas faire grand-chose, elle est à la maison, elle doit respecter tout ce qu'il faut par rapport à la famille, etc. Oui, on a la famille, mais on vit aussi dans des communautés, dans des villes. Et chaque personne, chaque individu a quand même sa responsabilité vis-à-vis de la communauté. Le choix de faire les études d'architecture avant tout, c'était un choix que j'ai fait dès jeune âge. Donc, j'étais toujours intriguée par les décisions prises par rapport à l'architecture vernaculaire, de comprendre le décorum mauricien, pourquoi il était tel que. 35 ans, directrice d'un établissement d'enseignement supérieur, c'est pas commun, très rarement, mais en même temps aussi, c'était un apprentissage accéléré pour moi. Il faut surtout peut-être moins parler de la parité des chances, mais surtout parler de la parité des opportunités. Dans une salle, dans une pièce, on a l'opportunité de parler et de partager son idée, son opinion. Je crois que c'est aussi peut-être sur ça qu'on doit davantage batailler. Et si elles ne sont pas là, justement, oser le dire, oser demander, oser questionner. Oser aussi bousculer justement ces façons de faire qui sont ancrées dans la tradition pour inciter les gens en face de nous à se questionner sur « c'est vrai, j'y ai pas pensé ou je l'ai pas vu de cette façon-là, allons-y, essayons ». Il doit y avoir cette volonté d'autres femmes aussi d'être là pour aider, pour arriver à cela. Malheureusement, et c'est très dommage, qu'il y a le pulling her down syndrome. Donc, bien souvent, il y a des femmes qui empêchent d'autres femmes à arriver par jalousie, parce qu'il y a la médiocrité qui vient en place, je pense aussi. Alors, en 2016, j'ai été suspendue pour mon franc-parler. Pour ma part, c'était bien parce que j'ai dit ce qu'il fallait dire et que quand j'ai dit dans tous les moyens possibles, tranquillement, et personne ne m'a écouté, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Donc, pour moi, tu peux être plus grand que moi, tu peux être plus petit que moi, mais si tu ne me respectes pas en tant que personne, en tant qu'athlète, mais moi aussi, je ne vais pas te respecter. C'est donnant-donnant. On s'attend à ce que la femme se comporte de telle manière, plus agressive, plus assertive, comme on dit en anglais, plus tenace. Or que c'est pas forcément le cas. Chaque personne a un trait personnel, a des caractéristiques personnelles qui rend unique au fait. Et on peut pas créer des stéréotypes. Pour moi, être leader, c'est avoir la résilience, mais avoir cet amour qu'on puisse donner. Lever le ton quand il faut, mais l'encouragement qui doit être là pour avoir d'autres personnes qui sont avec nous, mais vraiment pour leur donner ce boost pour continuer. Je suis avec Gender Links depuis 8 ans maintenant. Je travaille pour l'organisation, mais c'est aussi beaucoup dans ce travail de fond
d'advocacy, de plaidoyer pour comprendre qu'il faut avoir l'égalité des genres, l'équité à Maurice, qui n'existe pas malheureusement. On a travaillé avec à peu près 500 femmes à Maurice et aussi on a notre shelter. Ce projet de Safe Haven, c'est un projet extraordinaire. Mais il n'y a pas 2 jours pareils. C'est des moments hyper forts. Quand j'ai des femmes qui viennent à moi, qui ont connu des violences, mais incroyables, des coups de pied au ventre, ou j'ai des enfants qui viennent me voir, qui viennent avec leur maman, qui viennent au bureau pour me dire « Je veux un petit peu de câlin là, je me sens mal ». Ou j'ai des femmes qui viennent me voir, s'asseyent et me disent « Embrasse-moi, donne-moi un peu l'amour ». Parce qu'ils aiment mon comme ça l'amour là. Et je pense que j'ai un travail que le bon Dieu m'a donné. Et je dois continuer. Je crois beaucoup au collectif. Et qui dit collectif dit non genré, mais en même temps autant d'hommes et surtout autant de femmes. Et je pense qu'à la sortie du confinement, c'est encore plus le cas sur un si petit territoire. On est de la taille d'un laboratoire. On est capable de trouver des solutions. Et je pense justement que c'est important de les trouver ensemble. Et bien sûr que la femme a toute sa place. Mais je pense surtout que c'est justement cet équilibre entre les 2 voix et les 2 avis ou les 2 arguments qui font cette force. On parle énormément de l'éducation. L'éducation, ça vient à la maison. L'éducation, ça commence aussi dans la société. Et moi, j'y crois. Mais j'y crois dur comme fer. Et j'ai de l'espoir pour des jeunes de Maurice. Et au moins, j'encourage la nouvelle génération, les autres générations de femmes, de filles, c'est d'acquérir des compétences et ne pas do not hold back. Plus on voit des femmes batailler justement pour y arriver, au même titre que des hommes qui bataillent, plus ça donne, et ça peut donner envie à une petite fille de se dire « moi je m'y vois aussi, je vois que c'est possible et je m'imagine déjà ». Par exemple, dans le monde de l'architecture, on a besoin de filles, on a besoin de femmes architectes, on a besoin de chercheurs aussi. Et encore plus des chercheurs en architecture qu'on a à peine. I have a dream. Je rêve que demain, on a une femme qui est Premier ministre. Si on veut qu'une société moche, c'est les hommes et les femmes ensemble. Et il faut apprendre aux enfants aussi. C'est pas « Ah, je suis un garçon, donc je suis plus fort. Ah, je suis une petite fille. Il faut être coquette, il faut être mignonne. » Non, c'est pas ça. Il faut s'affirmer avant tout, mais tout est partagé. Maman et papa, on travaille ensemble pour que toi, demain, tu peux reproduire la même chose. Je veux voir ces jeunes dans leur épanouissement, mais total, où il n'y a plus de barrières, que ces personnes puissent s'exprimer, peuvent vivre, mais tout leur amour inconditionnel. Dans un monde futur, c'est nous qui serons les plus fortes. Girls will rule! Alors, on l'a vu, ce sont 4 femmes au tempérament de fer et qui sont engagées dans 4 domaines très différents. Alors, quelles sont là ou les valeurs qui vous ont le plus touché?
Ouais, entre Chirine, Farah, Noémie, Anouchka, enfin, ce sont des femmes qu'on ne présente plus en fait dans leur domaine respectif. Et c'est, je pense, des femmes qui ont vraiment marqué leur industrie ou les gens autour d'elles pour diverses raisons. En fait, en apprenant à les connaître, j'ai réalisé que chacune d'elles ressortait en fait comme un personnage distinct. De par leur approche du sujet, mais aussi de par leur personnalité, de leur façon de s'exprimer. Chez Anouchka, on retrouve cet amour inconditionnel de la femme, des gens autour d'elle, des personnes dont elle s'occupe dans son shelter, dans son halfway home. Elle est un peu la babouchka, la mère. Oui, on l'a ressenti dans le reportage. Oui. Et là, enfin, elle, c'est vraiment cette affection et cet amour inconditionnel là qui sont des valeurs que j'ai gardées, enfin que je partage tous les jours avec elle parce que c'est quelqu'un que je connais déjà personnellement. Chez Noémie, j'ai été bluffée par la maturité qu'elle a et sa connaissance d'elle-même en fait. Elle a énormément confiance en elle, mais c'est parce qu'elle se connaît par cœur et qu'elle a appris à exploiter ses forces et ses faiblesses, mais aussi à reconnaître que ses forces et ses faiblesses font d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui. Et de rencontrer une jeune femme de 22 ans qui arrive à se pousser ses limites en fait tous les jours, simplement par cette force de caractère et cette connaissance d'elle-même. Là, moi, du haut de mes 29 ans, je suis loin du compte. Chez Farah, c'est la patience. C'est quelqu'un de très... Elle est très observatrice. Elle est hyper investie. Elle est passionnée par son métier. Et elle a une soif non seulement d'apprendre, mais aussi d'enseigner, de passer ses connaisses à l'autre. Et une soif d'avoir une conversation ouverte et en gros de faire pratiquer des échanges. Du coup, elle est dans un milieu parfait, elle est dans l'éducation, ça tombe pile poil pour la personne qu'elle est, sa façon de communiquer. Et puis pour Chirine, c'est un monument. Elle a une douceur qu'on n'attend pas d'une personne qui est aussi bien placée dans le milieu du business. Elle a une poigne, c'est un bras de fer dans un... Comment on dit ça? Une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Elle est vraiment... les conversations avec elle ont duré... Ma conversation avec elle a duré plus d'1 heure parce qu'on s'est retrouvés en fait à avoir des discussions philosophiques sur le langage et comment les propos qu'on porte en fait envers la femme portent atteinte à notre progrès, aussi aux avenues qu'on se porte, aux portes qu'on ouvre pour nous-mêmes. Donc nous, en tant que femmes, on a tendance à utiliser un langage différent pour parler du même sujet quand il s'agit d'un homme et d'une femme. Par exemple, je reste assez vague, mais ce sujet-là, cette conversation-là, m'a énormément fait réfléchir et c'est quelque chose que je ramène, enfin, que j'ai gardé après l'interview et qui me trotte dans la tête de tous les jours quand j'ai des conversations avec des amis, avec la famille, dans le milieu du business. Ça a été pour moi une chose que j'ai appris qui est invaluable, qui n'a pas de valeur, quoi. En tout cas, elles vous ont marqué. Ah oui. Les 4. Et dans ce film, on parle aussi de l'importance de la solidarité dans ce combat que mène la femme au quotidien. Alors cette solidarité, à quoi est-ce qu'elle ressemble d'après vous, dans le quotidien ou dans votre quotidien? Pour moi, je reviens justement sur ce que j'ai dit sur le langage. C'est cette solidarité qu'on devrait avoir les unes envers les autres a été polluée, j'ai envie de dire, au fil des générations en fait, et à travers un système qui est conçu pour nous monter les unes contre les autres. Je viens mettre un peu un point noir au sujet en gros. Je crois qu'Anouchka, elle était aussi, en tout cas dans votre reportage, c'était aussi un des points qu'elle avait abordé. Oui, tout à fait. En fait, je crois encore plus dans des sociétés patriarcales comme à Maurice. On se retrouve nous-mêmes à porter des propos qui portent préjudice à des femmes en face de nous qui sont nos reflets en fait. Si ce ne sont pas des personnes qu'on inspire à être, ce sont les personnes qu'on était il y a quelques années. Et la solidarité pour moi
que les femmes devraient avoir les unes envers les autres, que ce soit dans le leadership, que ce soit dans la vie personnelle, enfin dans tous les domaines. C'est vraiment de revisiter notre façon de parler de l'autre, mais ça va plus loin. Ça va aussi dans nos réflexions sur l'autre. Il faut qu'on développe le réflexe ou qu'on développe l'envie de s'arrêter sur notre façon de penser, les réflexions qu'on a sur quelqu'un d'autre. Je vois une femme demain et pourquoi est-ce que la première chose que je me dis c'est « Ah ouais, elle, c'est une gold digger », je sais pas, par exemple. Ou que je vois une femme qui est bien habillée, qui se porte bien, qui a confiance en elle, j'aurais automatiquement le réflexe d'essayer de la pull her down, comme dit Anouchka, au lieu de chercher à lift her up. Pour moi, cette réflexion-là ça doit commencer par la femme, ça doit commencer par ça doit être une initiative qui vient de nous à la base, mais c'est une initiative qui a besoin de devenir collective. Et si nous, on se met à check in with ourselves, à se rendre responsable du langage qu'on porte vers les femmes, c'est le premier pas afin de créer en fait un nouveau langage et une nouvelle approche globale envers la femme, envers l'homme, envers l'être humain en général. Je pense qu'à cause de notre empathie naturelle, on a un potentiel beaucoup plus fort de créer cette nouvelle approche et ce nouveau langage-là vers la femme. Alors, c'est presque un pont, on va dire, sur la question qui suit, parce que donc, vous parliez justement de préjugés ou d'obstacles. Alors, vous êtes une réalisatrice aguerrie et vous avez une particularité, c'est que vous réalisez vos courts-métrages et vos documentaires en solo. Alors, j'imagine que vous devez faire face à pas mal de préjugés, justement, surtout dans ce monde de l'audiovisuel. Quelles sont, d'après vous, les qualités de la femme dans ce métier et quels sont les défis qu'elle a à relever? Alors, dans l'audiovisuel, c'est assez large, mais je peux certainement parler de la réalisation des documentaires en particulier, surtout quand il s'agit de documentaires de portraits, comme là dans le documentaire qu'on a vu. Le point fort de la femme dans son sens de la conversation avec les autres, donc en l'occurrence avec les intervenants dans ce contexte, et que plusieurs réalisatrices, en général, souvent les femmes qui s'investissent dans la création de documentaires sont là pour raconter les histoires des autres. Mais ça va plus loin, c'est permettre aux autres de raconter leurs histoires. Et il y a cette volonté de faire ressortir le point de vue de l'autre plutôt que d'imposer son point de vue pour essayer de monter une histoire préfabriquée. Je disais plutôt que j'ai monté un script préliminaire avant de faire mes entretiens avec une idée précise, pas précise, une idée approximative de la direction que je voulais que le documentaire prenne. Après, en ayant des conversations avec chaque intervenante, le documentaire s'est réinventé en fait. A trouvé son chemin. Voilà. Ouais. Et je pense que c'est le point fort de la femme dans ce métier, c'est qu'elle permet la flexibilité de l'histoire en fait. Après, au niveau des challenges, on est dans un métier qui a été pas monopolisé, mais qui a été dominé un peu par les hommes pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est un métier qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus de femmes se lancent. C'est plus facile, je dirais, de créer des documentaires en solo en ce moment parce que l'équipement, la partie technique le permet. Mais c'est vrai qu'à Maurice, particulièrement, parce que j'ai tourné en Afrique du Sud, c'était pas exactement le même feedback, mais disons qu'autour de moi, on a du mal à me voir transporter ma caméra, mon trépied, tout mon matériel seul, de tout monter et en gros d'essayer de faire avancer les choses seul. C'est compliqué d'être prise au sérieux. On est souvent dévisagé en public. Mais je crois que le challenge, c'est de garder son sang-froid. Pour moi particulièrement, je suis quelqu'un de très
passionné, c'est de garder son sang-froid, mais aussi de faire comprendre qu'on est là dans l'intérêt de l'autre, pas forcément pour se faire voir. Au contraire, je suis bien à l'aise derrière la caméra plutôt que devant. En tout cas, ce sont de belles valeurs et ce sont de beaux défis à relever. Alors, je vois que vous avez bien connecté, en tout cas, avec ces quatre femmes. Alors, ma dernière question, parce que je crois savoir que vous avez vécu aussi sur ce tournage quelques moments de complicité. Est-ce que vous pourriez nous en partager un, comme ça? Donc en fait, oui, il y a une anecdote assez rigolote, c'est que mon entretien avec Noémie s'est super bien passé. En fait, c'est passé sur 2 jours consécutifs. Le premier jour, je l'ai suivie pendant son entraînement au stade. Donc c'est là qu'on voit les prises d'elle en fauteuil, etc. Et j'ai fait mon entretien avec elle dans la foulée. Et le lendemain, j'ai été la suivre à la gym avec ses coéquipiers dans un entraînement de conditionnement en fait. À la fin de mon entretien, la veille, son coach m'a dit bah, « Ok, demain, tu nous rejoins à la gym, emmène tes vêtements de sport. » Je l'ai pris au défi parce que le courant passait tellement bien. Je suis arrivée habillée en tenue de sport, mais vraiment, je ne pensais pas que j'allais m'investir parce que j'étais en train de m'entraîner avec des... Enfin, ce sont quand même des athlètes de haut niveau. Oui, on a des champions, enfin, il y a des champions du monde. Enfin, ouais. Donc, à l'entraînement, j'ai filmé une bonne partie de l'entraînement de Noémie et après son premier round sur son WOD, son Workout of the Day, elle m'a regardé, elle m'a dit bon bah on y va. Je l'ai regardé, j'ai dit ok on y va. J'ai posé ma caméra et j'ai fini l'entraînement avec eux. Et ça a été un bon challenge. En fauteuil. Vous avez essayé? Non, j'ai pas essayé le fauteuil. Je n'ai pas essayé le fauteuil. C'est quand même je crois qu'elle m'a dit qu'un fauteuil vaut 150 000 roupies. Ça va être spécifique. Je me trompe peut-être, mais ouais, le fauteuil vaut son pesant d'or. Donc je me suis entraînée avec mon corps simplement. En tout cas, on pourra dire que vous êtes investie corps et âme. Ah oui. J'ai pleuré avec Anouchka, j'ai transpiré avec Noémie, donc j'ai suivi Farah en cours, donc c'est bon. Lynn, en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges et ce moment partagé. Merci de m'avoir reçue. Et votre court-métrage est à retrouver dans son intégralité sur la page YouTube de l'IFM. Tournons notre regard maintenant sur une autre action menée sous la thématique du leadership féminin. Le 8 mars, l'Institut français de Maurice a pris le temps de créer une émulation autour de sujets qui fâchent ou de sujets qui rassemblent, mais en tout cas autour de sujets qui comptent. Nous avions donc sollicité des femmes leaders, références dans leur domaine, à discuter et à débattre, à partager, à se nourrir des expériences et des contacts. Bref, un temps pour poser un bilan et surtout pour ouvrir sur des perspectives. Nous avions donc invité 13 femmes et 3 hommes, modérateurs et intervenants confondus, à s'exprimer au sein de 4 panels qui se sont tenus en Zoom. Nos intervenants ont échangé avec les participants sur le leadership de la femme au sein des sphères suivantes: le droit, la société civile, la communication et l'image, l'éducation, l'art et la culture, l'entreprise, la publicité et enfin la presse. Autant d'univers et autant d'enjeux, et il nous tenait à cœur de vous partager le fruit de ces débats et les idées fortes qui en ont émergé. Retour sur ces panels en mots et en images avec une restitution par le collectif In Other Words. Le panel Gisèle Halimi a réuni avocates, journalistes et expertes du milieu associatif à Maurice. Et elles étaient d'accord sur un point: les femmes font face à des barrières externes et internes. Parmi ces freins extérieurs, on trouve le regard des hommes, le poids des tâches domestiques et l'organisation pratique du quotidien, les rôles dictés par la société. Car oui, même quand on travaille à temps plein, il faut être une mère modèle, une épouse dévouée. En ce qui concerne les freins intérieurs, on retrouve notamment le manque de confiance en soi et la sensibilité à la critique. Alors, comment avancer? Si les défis sont nombreux, les solutions le sont aussi.
Être moins vulnérable à la critique, demander une augmentation, réclamer ce qui nous est dû, œuvrer pour que les assurances prennent en charge les salaires des femmes pendant le congé maternité afin de soulager les entreprises, promouvoir les modèles féminins. Martine Lochman rappelle que l'égalité homme-femme n'est ni un caprice, ni un fantasme de féministe. C'est un droit. Mais si la parité est une priorité, elle n'est pas suffisante. Les femmes doivent être représentées et rémunérées de manière juste. Mais elles doivent aussi travailler dans des structures qui les écoutent, qui comprennent leurs besoins et prennent en compte leur situation familiale. Adopter une vision riche et complexe de la femme, avec ses aspirations et ses contradictions, permet de sortir d'un schéma simplificateur où la femme est toujours trop ou pas assez. En résumé, pour s'imposer, il faut oser. Oser exister, oser s'affirmer, oser se faire entendre. Comment encourager l'évolution des mentalités en entreprise, où la femme a un rôle déterminant à jouer, alors que notre système éducatif continue de nourrir les stéréotypes? En rééduquant ce système. Selon les membres du panel Marie Curie, l'éducation des femmes est un levier pour le développement de la société, et la nouvelle génération représente un espoir pour combattre les stéréotypes. Mais le chemin reste encore long. Nous pourrions commencer par intégrer plus de filles en sciences et technologies au sein de la Higher Education Commission, enseigner l'égalité des sexes dans les écoles en milieu rural, organiser des levées de fonds pour aider les filles à poursuivre des études tertiaires. Malheureusement, l'éducation seule ne sera pas suffisante. Les filles ont de meilleurs résultats scolaires et pourtant, il n'y a que 8,7% de femmes dans les conseils d'administration, souligne Romila Mohi. Pour les panélistes, les femmes en entreprise apportent de l'empathie et sont naturellement plus douées sur le plan de l'intelligence collective. Alors, qu'attendons-nous pour booster la place de la femme dans le monde du travail? Quelques idées. Favoriser l'accès des femmes à des postes de direction, monter des programmes sur le leadership féminin et promouvoir le réseautage entre femmes, mettre en place des quotas en entreprise et encourager les recrutements à l'aveugle, lancer des actions de communication sur le plan national. À nous de jouer. Si les femmes sont bien présentes dans le milieu de la création à Maurice, elles manquent cependant de soutien et d'outils pour s'imposer et faire de leur art leur principale source de revenus. Encore une fois, des solutions existent, comme l'expliquent les membres du panel Simone de Beauvoir. Le réseautage, à travers un lieu de rencontre physique ou même virtuel, contribuerait à créer du lien. Cela aiderait aussi les jeunes talents à prendre de l'assurance, à se faire connaître et à développer leurs pratiques. Car pour réussir dans le milieu artistique, Elisabeth de Marcy-Chelin insiste. Il faut être convaincu par ses choix et convaincante face aux autres. Mais le manque de confiance en soi semble être problématique chez les femmes d'artistes. Avoir accès à des formations d'entrepreneuriat et de marketing, viser l'excellence et ne jamais cesser d'innover sont aussi de formidables atouts pour réussir en tant qu'artiste à Maurice. Mais même si la femme artiste connaît son sujet, sait s'imposer et jouit du soutien de son réseau, la place de l'art à Maurice reste problématique. Les panélistes l'affirment, il est temps de reconnaître l'industrie culturelle comme un pilier de l'économie mauricienne, de valoriser les savoir-faire traditionnels et d'obtenir plus de soutien du secteur public. Et si la femme pouvait choisir la manière dont elle est représentée, plutôt que d'être victime de son image? Voilà une posture défendue par les membres du panel Coco Chanel. Quand l'image de soi devient un outil d'empowerment, on peut se réapproprier son corps, se libérer des conditionnements et assumer sa féminité. Plusieurs freins existent cependant. Le poids du regard masculin, les stéréotypes ou encore les nombreuses règles dictées par notre société patriarcale. Alors, que faire? Représentons dans les médias des femmes de caractère qui assument leurs qualités et leurs défauts pour permettre à chacune de se décomplexer. Pour John Rabot, on gagnerait à avoir une image de la femme plus nuancée. Encourageons les femmes à croire en elles et en leurs idées. Aidons les femmes à s'aimer, à apprécier leur corps et à s'assumer pleinement. Éduquons les hommes et les femmes pour casser les préjugés et les conditionnements.
Comme le souligne Marine Ferrat, si on peut avoir un impact positif sur les gens, alors c'est notre devoir de l'utiliser. Car même si l'image peut être réductrice, elle peut aussi être libératrice et contribuer à une prise de conscience. Les influenceuses ont notamment un rôle à jouer, puisqu'elles peuvent utiliser la force de leur image pour pousser à l'action, inspirer des passions et faire naître des vocations. Voilà, en quelques minutes, l'exercice n'était pas simple de résumer ces plus de 6 heures d'échange. Et sachez que la restitution complète de ces 4 panels est disponible en ligne sur le site web de l'Institut français de Maurice. Et j'en profite encore pour remercier nos 16 intervenants qui ne manquent ni de vision ni d'engagement à faire briller la femme du XXIe siècle. Aussi, et c'était un objectif de départ, ces panels devaient faire émerger des grandes lignes directrices d'un appel à projet destiné à soutenir le leadership féminin à Maurice. Projet qui serait soutenu financièrement par l'ambassade de France. Eh bien, c'est chose faite. L'ambassade de France lance donc en 2021 un appel à projet afin de soutenir une initiative en faveur de l'autonomisation des filles et des jeunes filles dans 2 domaines, le numérique et le sport, et le développement durable. Alors, toutes les informations, les critères d'éligibilité et les bulletins d'inscription sont disponibles dès maintenant sur le site web de l'Institut français de Maurice. Alors, si vous avez un projet en ce sens, n'hésitez pas à postuler. Cette émission touche bientôt à sa fin, mais avant de nous quitter, je vous propose une évasion émotionnelle et artistique avec la lecture d'un texte inédit de l'un de nos auteurs à la plume engagée et délicate, M. Oumar Thimol. Ce texte, il l'a écrit à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et il l'a dédié à sa fille. Je vous laisse donc en compagnie de Robert Furlong qui a la délicate tâche de vous servir ce texte. Voici Lettre à ma fille Maria. Lettre à ma fille Maria. En vieillissant, avec le temps va, tout s'en va, comme le dit le poète, on se réconcilie avec ce corps, cet archipel promis aux rides. On s'affranchit petit à petit de ses illusions et on apprend surtout à accepter que les miracles sont improbables, sinon impossibles. On n'y croit plus. Non qu'on cède au cynisme, cette île nous y invite, et le monde et ses conflagrations le rendent nécessaire comme une armure pour s'en protéger. Non pas le cynisme, non pas le désespoir, mais la lucidité. Une lucidité aiguë, tranchante, trop tranchante. On aimerait avoir un cœur léger, rendu à la transparence de la lumière. On aimerait pouvoir éprouver les fastes du bonheur. S'ils surviennent, ils sont toujours éphémères. Mais il demeure un miracle, un ultime miracle, celui de tes yeux, Maria. Dans tes yeux, Maria, je vois les paysages de l'enfance, tes premiers mots, tes premiers pas, ton rire éclatant, tes larmes que j'épanche, tes « tu es mon petit papa chéri Coco ». Je vois le bonheur que tu m'accordes à chaque instant, renouvelé comme une ivresse sans fin. On croit devoir posséder le monde pour être, alors qu'il nous suffit de posséder l'amour de son enfant. Dans tes yeux, Maria, je vois le langage de l'amour. Et le langage de l'amour, ma fille, c'est attendre aux portes de la nuit que s'ouvrent les étoiles et qu'elles déversent sur ton corps attendri de trop d'innocence une averse de poèmes. Le langage de l'amour, c'est s'assoupir un après-midi tranquille, un brin de ciel entre tes dents, sous un flamboyant, aux veines engorgées de soleil. Le langage de l'amour, c'est marcher sur la pointe des ailes des anges bleus vers les sanglots de l'océan.
Le langage de l'amour, ma fille, c'est infuser dans le sable, avec les rutilances de tes yeux, le souvenir de beautés entrevues et sidérantes. Le langage de l'amour, c'est engranger les caresses d'un nuage frivole et la saveur d'une mangue épicée et sauvage qui martèle ta langue. Le langage de l'amour, ma fille, ce sont tes mains qui se desserrent tel un vieux parchemin pour offrir au vent les semences de la miséricorde. Le langage de l'amour, c'est un cœur empli, évanoui par le roulis effréné et adorable de tes lèvres qui chantent mon nom, papa. Le langage de l'amour, ma fille, ce sont des lettres sans traces, des mots sans lettres, un langage sans mots, langage sans langage. Langage qui dit le silence, langage qui est le silence. Je n'ai la prétention d'aucune sagesse, Maria, mais je sais qu'il nous a été donné un cœur, et non pas deux cœurs, pour accomplir une tâche, celle de l'amour. Aimer le Créateur, aimer celui qui t'a créé, il n'est d'autre destin. On ne parvient à la paix et à la plénitude qu'en l'emplissant de son amour, non que ce soit un amour exclusif, non que ce soit un refus du monde, bien au contraire. C'est du lieu de cet amour qu'on part à la conquête du monde, qu'on part à la conquête de soi-même. C'est en s'enracinant en lui férocement qu'on peut être, qu'on est véritablement. Je ne suis, quant à moi, pas encore parvenu à cet amour, oh, loin de là. J'aime sans doute trop la matière, mais il est l'horizon de mes possibles, de mes urgences. N'oublie jamais la finalité de ton cœur, qui n'est autre que la finalité du sens. N'oublie jamais ce que tu es, d'où tu émanes, pour parvenir à ce que tu es. Je dis souvent à ta maman que je suis un féministe, mais elle n'est guère convaincue. Elle n'est, à vrai dire, pas du tout convaincue. On a d'ailleurs d'interminables débats à ce propos. Elle a sans doute raison. Il est difficile pour un homme de remettre en question ses privilèges, qui sont ancrés dans une longue histoire de subjugation. Mais j'ai essayé, modestement, au fil des années, à travers notamment la lecture de nombreux livres, d'interroger la condition féminine. Le féminisme est, à mes yeux, non seulement ce combat pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, mais aussi un mouvement qui travaille à renverser l'ordre des asservissements pour fonder une nouvelle société plus juste, plus humaine. Une société qui autorise à chaque individu, au-delà des différences, la possibilité de s'épanouir et de se réaliser pleinement. Il faut, à mon avis, puiser dans les forces immémoriales de la tradition et dans l'énergie sauvage de la modernité, accoupler des forces apparemment contraires, mais qui ne le sont sans doute pas, pour inventer l'espace de ton cheminement. Je ne parle pas de la fiction d'un passé idéalisé et d'un présent qui nous renvoie au pire dans l'humain, mais bien du cœur de la tradition et du cœur de la modernité. Il faut par ailleurs utiliser d'autres outils, la résilience, la patience, le don de soi, entre autres, savoir les agencer avec sagesse afin que tu puisses prendre ton envol. Il appartient aujourd'hui à ta génération, face à un monde ensorcelé par les fantasmes de pouvoir qui ne cessent de forger des formes perverties d'oppression, d'imaginer, de fabriquer d'autres façons d'être. L'humain est jeune et tout reste à faire. Rêvons donc, rêvons
de toutes nos forces, tout en demeurant lucides. Ultimement, il ne s'agit peut-être pas tant de changer le monde, mais d'empêcher que le pire survienne, c'est-à-dire notre probable anéantissement. On ne peut créer un monde utopique, mais on peut tout au moins essayer, chacun à sa façon, d'ébrécher l'édifice de la domination. Je t'invite finalement, Maria, à l'œuvre de la transgression de tes limites, la passion. La passion est cette flamme qui est en toi, qui t'habite et qui ne convoite qu'un désir, l'embrasement de la matière de ton devenir. Peu importe ce qu'elle est, car la matière d'un destin est toujours noble. Je vous dis souvent, à ton frère et à toi, que j'ai des ambitions pour vous. Mais ce ne sont pas les ambitions du paraître, de l'argent et du pouvoir, mais celles de la trace. Laissez ainsi en ce monde une trace, aussi éphémère soit-elle, celle des festivités de la lumière dans les bacchanales des obscurités, trace d'une possible transcendance. On ne vit qu'une fois, et on vit, paradoxalement, pour l'éternité. La transcendance de l'ailleurs se manifeste dans la transcendance du présent. Ainsi, embrasser l'être dans la matière du présent pour mieux l'embrasser dans la lumière de l'éternité. Le miracle est improbable, Maria, sinon impossible, mais il est, envers et contre tout. Il est inscrit dans tes yeux, et sans doute dans les yeux de tous les êtres. Nous, les parents, croyons vous mettre au monde. Nous croyons vous façonner, mais nous ne sommes véritablement que par la force de vos rêves. Nous sommes vos créatures, nous sommes vos œuvres. Merci de nous insuffler la vie. Merci de faire de nous des miraculés. Texte d'Oumar Timol. C'est sur cette déclaration d'amour paternel que nous clôturons notre émission. Aller à la rencontre du leadership féminin, c'est aller à la rencontre de femmes engagées, à partager des bilans, des perspectives sur les combats à poursuivre, à s'ancrer dans l'action et à entendre les mots d'amour. J'ai été très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont œuvré pour rendre cette émission possible. Merci aussi à nos marraines, Gisèle Halimi, Marie Curie, Simone de Beauvoir et Coco Chanel d'avoir porté notre inspiration. Et merci à vous d'avoir suivi notre regard. À bientôt.